voilà, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième soirée de notre cycle de conférences-débats. Merci d'être venus aussi nombreux. Un cycle dédié donc à la parole, à partir des questions que pose notre société à ce sujet. Et elles sont nombreuses. Alors nous avions accueilli ici même le 2 octobre dernier Fabrice Adjadj pour nous éclairer sur ce qui spécifie le langage humain entre les animaux qui communiquent et les robots qui se mettent aussi à parler. À partir de multiples données anthropologiques, le philosophe a surtout voulu souligner combien la parole humaine s'ancre dans le corps, dans la corporité, et que du corps seul peut surgir une parole authentiquement humaine, allant cela à rebours des utopies transhumanistes. Fabrice Adjadj se dit d'ailleurs à la fois juif et chrétien. Et nous avons pu en effet entendre, me semble-t-il, dans son propos, à la fois l'écho de la tradition sémitique, pour qui la parole, dabar en hébreu, est une parole qui agit, qui est créatrice, qui s'incarne, et en même temps l'écho de la tradition chrétienne, qui annonce une parole qui se fait chair pour que la chair advienne à la parole. Voilà, à côté de cette parole lumineuse, court une autre parole. Une parole qui manipule. Comment la définir ? Ça pourrait être parler non pour dire quelque chose, mais pour obtenir un certain effet. Cette citation est attribuée à Joseph Goebbels, le patron de la propagande nazie, ce qui suggère bien l'odeur de soufre que cela diffuse. Et cette parole-là, elle est vieille comme le monde et fait tout aussi partie de notre humanité, comme nous le rappelle le récit mythique de la création, quand la parole diabolique du serpent vient manipuler le libre arbitre humain pour pervertir son destin. Mais l'actualité tient en sa propagation fulgurante et en son succès insoupçonné. La moitié d'entre nous croient dans les théories du complot, selon une enquête du Cevipof en 2013, une situation que confirme une enquête de la Fondation Jean Jaurès en 2017, pour laquelle nous sommes 79% de Français à croire à au moins une théorie du complot. Nous qui nous revendiquons des Lumières et de la raison, et qui pourfendons les obscurantismes. Qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien, pour comprendre les stratégies qui nous ciblent, pour en discerner les enjeux, nous avons invité, à l'initiative de Pierre Vareiras, merci Pierre, Monsieur David Colomb. Vous êtes agrégé d'histoire, vous vous préparez à l'agrégation, vous dirigez une collection de manuels scolaires aux éditions Belin, mais vous êtes aussi enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, spécialisé dans l'histoire des médias, la communication, l'art de la persuasion. Et vous avez publié cette année un très bel ouvrage, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, qui allie l'érudition de l'historien à l'expertise du chercheur. C'est très documenté, très facile à lire, c'est en vente ici, et vous dédicacerez sûrement ce livre pour ceux qui le souhaitent tout à l'heure. En tous les cas, merci d'être avec nous ce soir. Eh bien, merci pour cette présentation, merci également pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour vous parler de paroles manipulatoires. Je peux vous faire la promesse de ne pas chercher à vous manipuler ce soir, mais vous exposer ces enjeux qui, à voir l'assistance présente, sont des enjeux d'une rare acuité par les temps qui courent, d'une grande actualité, et des enjeux extrêmement importants. D'autant plus importants que
à vrai dire, nous n'avons pas toujours conscience que la parole peut manipuler. La parole est ce qu'il y a de plus naturel chez l'homme. Effectivement, c'est un trait caractéristique. Nous sommes des animaux sociaux et nous sommes dotés de la parole. Jacques Lacan parlait d'un par-l'être pour qualifier l'humain. Nous sommes l'homme, nous sommes l'être qui parle, le par-l'être. Et rien dans notre formation, rien dans notre éducation ne nous a prédisposés à considérer la possibilité d'une manipulation. Les cours de rhétorique, qui longtemps ont été enseignés par les jésuites, ont disparu des programmes scolaires en 1902. Il n'en reste que des bribes dans certains de nos enseignements, et fondamentalement, nous avons du mal à établir une barrière entre, d'une part, les valeurs et les opinions, et d'autre part, les méthodes utilisées pour défendre ces valeurs et ces opinions. Nous tendons par conséquent tout naturellement à considérer que la manipulation est par essence le fait des régimes autoritaires ou totalitaires, ou la marque d'une transformation, d'une mutation autoritaire de nos régimes démocratiques, alors même qu'il est courant de défendre des valeurs démocratiques, libérales, les valeurs des Lumières que vous évoquiez à l'instant, en recourant à des méthodes qui ne sont pas nécessairement des méthodes démocratiques. Cela tient à un certain nombre de profondes évolutions. La première est la place déterminante prise par la parole dans nos sociétés contemporaines, depuis l'avènement de la radio et plus tard de la télévision. La radio a en effet fait de la parole un outil de communication de masse, ce qui n'a pas échappé aux régimes autoritaires aussi bien qu'aux régimes démocratiques dès l'entre-deux-guerres. Et la deuxième raison est le fait que les communications ont pris au XXe siècle et au XXIe siècle des proportions tout à fait considérables, en même temps que se développait une sphère marchande qui a entrepris de faire la promotion de ses produits par le recours à des techniques de marketing et de persuasion, qui par conséquent utilisaient la parole à des fins de manipulation, souvent. Ce que je voudrais faire ce soir, dans les 40 minutes qui me sont imparties à avoir un échange avec vous, c'est vous proposer une réflexion en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais simplement vous donner quelques éléments de définition pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut entendre par la manipulation, qu'est-ce qu'il faut entendre par la propagande, qu'est-ce qu'il faut entendre par la persuasion. Dans un second temps, je voudrais vous présenter un certain nombre de techniques de persuasion par la parole, de manipulation par la parole. J'en ai pris 20 dans ma besace, mais je ne vous les imposerai peut-être pas toutes. Et dans un troisième et dernier temps, je vais entreprendre de répondre à la question finale posée dans le texte de présentation: comment retrouver la valeur d'une parole authentique et l'ambition de dialogue constructif. Dans un premier temps, donc, quelques mots de définition. La propagande a une origine religieuse. La Congrégatio de Propaganda Fide, qui a été instituée organe permanent de l'Église le 22 juin 1622, elle était chargée de la diffusion de la doctrine chrétienne dans le cadre de la réforme catholique, en même temps qu'elle était chargée de la diffusion de l'orthopraxie, c'est-à-dire de la bonne application du rituel. La propagande, à mon sens, désigne toute stratégie de communication de masse qui vise à agir sur les attitudes, les comportements, les croyances des individus. Il peut tantôt s'agir de les convaincre de s'engager dans une action,
tantôt les décourager de s'engager dans la dite action. Ce que la propagande a de particulièrement intéressant pour nous est qu'elle est au fond une science appliquée. Autrement dit, elle vise un objectif très pratique, qui est de nous convaincre de voter pour tel ou tel, qui est de nous convaincre de manifester ou de ne pas manifester, de cliquer sur un lien Internet ou de ne pas cliquer sur un lien Internet. Et pour atteindre cet objectif pratique, elle a recours à des principes qui sont tirés des sciences, et de toutes les sciences, car la propagande au XXe siècle s'est d'abord nourrie de la psychologie sociale, de la psychanalyse, elle s'est ensuite nourrie de l'économie comportementale, elle s'est nourrie plus récemment des neurosciences et au sens le plus large des sciences cognitives, elle s'est nourrie très récemment des statistiques et de la physique fondamentale. Elle est, autrement dit, une science appliquée qui se nourrit des progrès constants des sciences. Et à ce titre, les techniques de manipulation de la parole sont des techniques fondamentalement incrémentales. Une fois qu'une technique a été identifiée, que sa validité, son efficacité a été prouvée dans les faits, eh bien, elle entre dans un catalogue de techniques qui peuvent être utilisées à volonté. Je vous donne une définition de la propagande qui est une définition assez large et qui correspond fondamentalement à l'idée que la propagande ne se réduit pas à l'action sur l'opinion des individus. Il ne s'agit pas tant de faire changer les opinions des individus que de les conforter dans des opinions préexistantes qui sont, elles, instrumentalisées et manipulées, mais il s'agit surtout non pas tant de convaincre, autrement dit d'amener quelqu'un par un raisonnement irréfutable à admettre quelque chose comme vrai, qu'à persuader, c'est-à-dire amener les individus à être convaincus, soit par une argumentation logique, soit en faisant appel au sentiment. Et non pas seulement amener les individus à être convaincus, à être persuadés de quelque chose, mais bien souvent à agir sans nécessairement être persuadés. C'est là, je crois, que réside le cœur même de la définition de la manipulation. La manipulation qui est un mot assez récent, il apparaît dans la langue française en 1712 pour désigner l'action de manipuler du minerai. Ce n'est qu'en 1767 qu'il apparaît sous son sens figuré qui désigne une manœuvre occulte visant à fausser la réalité ou une manœuvre par laquelle on cherche à agir à son insu sur un individu ou un groupe. Voltaire a été le premier à employer dans ce sens le mot manipulateur dans une lettre en 1738 au sens de celui qui manipule, et le manipulateur est entré dans le langage courant pour se substituer désormais au vocable déjà un peu vieilli de Tartuffe, ce vocable que l'on devait notamment à Molière. Mais cette parole manipulatoire repose depuis l'Antiquité sur des sommes de connaissances inouïes, si l'on songe à tous les traités de rhétorique qui ont été rédigés depuis lors, si l'on songe au manuel de campagne de Quintus Tullius Cicéron, si l'on songe à tous ces écrits qui se sont penchés sur la forme du discours, si l'on songe à tous ces auteurs qui se sont penchés sur l'ordre du discours, pour paraphraser Michel Foucault. Si je devais vous conseiller un tout petit nombre d'auteurs qui pourraient nourrir une réflexion sur la manipulation de la parole, il serait 4 ou 5. Le premier d'entre eux serait certainement Victor Klemperer. Victor Klemperer, qui était un philologue de l'université technique de Dresde, juif, marié à une femme non juive, qui fait partie de la poignée de juifs de Dresde qui ont survécu à la guerre et à la Shoah, et qui, étant exclu de son travail, exclu de la société, a consacré tout son temps et son énergie à analyser la langue du Troisième Reich, dans un ouvrage qu'il a publié après la guerre, à partir de ses carnets, LTI. Et ce livre, auquel je ferai à plusieurs reprises référence tout à l'heure, est un livre d'une
remarquable lucidité et d'une grande froideur quant à l'étude d'une langue mise au service d'un projet totalitaire. Et certaines des caractéristiques évoquées dans le livre de Klemperer font écho à certains débats d'aujourd'hui. Le deuxième auteur que je conseillerais est bien évidemment George Orwell, qui en 1946 a publié un article dans la revue Horizon intitulé Politics and the English Language, dans lequel il s'est penché en particulier sur la technique de l'euphémisation du langage, à laquelle je ferai référence tout à l'heure, et qui, en 1984, a inventé ce que l'on a pris l'habitude d'appeler novlangue, mais ce qu'il vaudrait mieux appeler néo-parler, puisqu'il s'agit de paroles et non de langage à travers le modèle du Newspeak. Le troisième auteur est Roland Barthes, qui a consacré pratiquement tous ses travaux à l'analyse sémiologique de la langue, et qui, dans ses mythologies, en 1957, a évoqué en détail la force du mythe dans la construction d'une parole manipulatoire à grande échelle. Et enfin, j'évoquerai un ou deux auteurs qui se sont penchés sur ce que l'on appelle la langue de bois. Il y a Françoise Thom, Thom, qui a consacré ses travaux à la langue de bois soviétique, la langue du 4e Empire, LQI, selon le vocable de Klemperer lui-même, qui a vécu après la guerre en République démocratique d'Allemagne, et un historien, Christian Delporte, qui a publié un ouvrage intitulé La langue de bois, qui est un ouvrage plus contemporain et non moins intéressant. Voilà donc pour ces quelques premières pistes, qui sont des pistes de définition de notre très vaste sujet. Mais maintenant, entrons, si vous le voulez bien, dans le cœur de ce sujet, les techniques de manipulation par la parole. La première technique que j'évoquais est l'euphémisation. Autrement dit, un procédé par lequel on obscurcit ou on adoucit la signification de concepts, et l'on peut modifier la perception que les auditeurs ont de la réalité à partir du moment, par exemple, où le gouvernement Villèle, en 1827, choisit de nommer une loi liberticide, je cite, « loi de justice et d'amour ». À partir du moment où, raconte Édouard Bernays, pendant la Première Guerre mondiale, les hôpitaux de campagne, qui étaient très mal vus par les soldats, ont été rebaptisés postes d'évacuation. Et ils ne proposaient pas un meilleur service, mais à partir du moment où ils n'étaient plus appelés hôpitaux de campagne, les soldats n'attendaient pas les mêmes services d'un poste d'évacuation et par conséquent cessaient du jour au lendemain de se plaindre. Le Fonds monétaire international a eu maille à partir avec les opinions publiques mondiales à propos de ses plans d'ajustement structurel et les a rebaptisés programme de réduction de la pauvreté et pour la croissance. Nous sommes tous pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Bref, le journaliste Walter Lippmann, qui était un grand homme de lettres et un écrivain absolument remarquable, qui a inventé le mot guerre froide, le mot stéréotype, entre autres, et la fabrique du consentement, Walter Lippmann écrit que l'environnement nous est rapporté principalement par des mots. Ce que nous ne connaissons pas nous est rapporté par des mots. Et à partir du moment où nous n'avons pas la possibilité de tout savoir sur tout et de tout connaître du monde, nous sommes prisonniers de ce langage qui nous est proposé par d'autres pour nous décrire la réalité. Les mots ont de ce point de vue-là la capacité de modifier la perception de la réalité. Je donnerai juste un dernier exemple qui est un des exemples que je trouve les plus parlants. Nous avions dans les années 1990 peur de l'installation de caméras de vidéosurveillance. De nombreuses localités ont vu des manifestations contre la volonté des municipalités d'installer de telles caméras. Et puis un jour, un ministre de l'Intérieur du nom de Brice Hortefeux a décidé de les rebaptiser caméras de vidéoprotection. Et là, plus de manifestations. Car autant on n'aime pas être surveillé, autant être protégé est une idée qui nous plaît plutôt bien.
le mythe que j'évoquais à propos de Roland Barthes est certainement l'une des techniques de manipulation par la parole les plus efficaces, dans la mesure où le mythe est une image motrice, une vision des objectifs souhaitables, écrit-il, et les mythes collectifs reposent sur des présuppositions communément et collectivement admises. L'idée, par exemple, qu'il existe des héros, qu'un homme seul peut changer le cours de l'histoire, peut changer le cours d'une nation. L'idée que le progrès est naturellement bon, l'idée selon laquelle le travail nous épanouit. Et, comme l'écrit Roland Barthes, le mythe est un système de communication, c'est un message, c'est une parole. Et comme toute parole, le mythe peut être manipulateur lorsqu'il fausse précisément la réalité. Raoul Girardet, dans son ouvrage sur les mythes et mythologies politiques, rapportait de nombreux exemples de ces mythes politiques mis au service de la construction d'aventures politiques. Il y a le mythe de l'appel au sauveur, en particulier que ce sauveur soit un Cincinnatus qui abandonne son champ pour sauver Rome avant de retourner dans son champ. Le mythe d'Alexandre, le guerrier conquérant, le mythe de Jupiter, utilisé par un certain Napoléon, pas celui-là, l'autre. Mais avant même Napoléon Ier, il était utilisé aussi par Alexandre le Grand. Donc c'est un puissant mythe, Jupiter. Mais le temps me manque pour insister davantage sur le mythe. Je voudrais évoquer maintenant des techniques qui sont plus classiques. Ce sont des techniques qui ont été identifiées en 1937 par un institut américain qui s'était donné pour objet d'étudier les techniques de propagande et de les mettre en évidence et de les communiquer au plus grand nombre pour que les petits Américains puissent se prémunir contre l'emprise de la propagande étrangère, en particulier national-socialiste ou fasciste, ou dans une moindre mesure japonaise. Et cet institut, en 1937, a publié un article qui recense 7 techniques, qui sont des techniques de manipulation par la parole, depuis lors ancrées dans le marbre, si j'ose dire. La première est l'injure, qui consiste à donner un étiquetage péjoratif à une idée ou un individu. La force de l'injure est de permettre de rejeter cet individu ou de rejeter cette idée sans autre forme de procès, sans même avoir à fournir l'effort intellectuel d'aller chercher à comprendre ce que porte l'individu, ce que défend l'individu, ce que propose l'individu. Et le recours à ces injures est particulièrement important dans l'entre-deux-guerres. Il est de plus en plus fréquent aujourd'hui dans notre vie politique, hélas, c'est particulièrement flagrant aux États-Unis, par les temps qui courent. L'inconvénient de l'injure, c'est que cela tend à faire de son adversaire, non plus un adversaire, mais un ennemi. Non plus quelqu'un avec qui on a un différend, qui est réglé par la voie démocratique, mais quelqu'un avec qui on est dans un désaccord tel qu'il ne peut se résoudre que par une élimination quasiment physique. Et il faut se méfier par conséquent de tout recours dans la parole publique à des qualificatifs tels que extrémiste, radical, fondamentaliste ou terroriste. Récemment, on a qualifié une jeune fille de 16 ans d'écologiste, terroriste ou extrémiste, ce qui était une forme de disqualification sans autre forme d'examen. Cette première technique ne se réduit pas, de ce point de vue-là, à l'argumentum ad hominem, à l'attaque ad hominem. Elle dépasse de très loin cela. La technique suivante est la banalité, qui au contraire consiste à associer à un individu ou à une idée des idées génériques, acceptées par tous, des mots vertueux, que personne ne peut rejeter, de sorte que les valeurs associées à ces mots vertueux soient en quelque sorte par contagion étendue à l'individu ou à l'idée concernée. Par exemple,
il est de bon ton en toutes circonstances, en particulier dans des circonstances politiques, d'être en faveur du changement, du progrès, tourné vers l'avenir, favorable à la paix, à la démocratie, à la liberté, à la modernité, à la justice, à l'amour, à la grandeur ou à la prospérité. Tous ces mots, par exemple, que vous trouviez dans la littérature nazie des années 30, qui sont utilisés par tous les partis politiques, mais qui, dans un cas comme celui que je viens de citer, peuvent être dénués de fondement, ou plutôt voir leur sens évoluer, avec un vocable mélioratif qui prend une connotation péjorative, ou un vocable péjoratif qui prend une connotation méliorative. Victor Klemperer, dans LTI, rapporte par exemple que le mot fanatisme, qui depuis les Lumières était considéré comme un mot atroce, péjoratif au possible, est devenu dans la littérature nazie, dans la propagande nazie, un mot chargé du jour au lendemain de connotations suffisamment positives pour qu'on le mette pratiquement à toutes les sauces, et que l'on se mette fanatiquement à faire ceci ou à faire cela, à balayer fanatiquement devant sa porte. Nous sommes ici en présence de banalités qui peuvent détourner les mots de leur sens et conduire, dans certains cas, à la langue de bois. À l'ère du numérique, les banalités de ce genre ne résultent pas simplement d'une construction hasardeuse, elles résultent bien souvent de l'analyse très soignée de l'impact que les mots ont sur les individus, à partir de l'analyse lexicographique de nos échanges sur Internet, à partir de l'analyse lexicographique de questionnaires que des militants politiques peuvent administrer lors d'une grande marche en 2016, à charge pour une société, en l'occurrence Liegey Muller et Pons, une agence, d'analyser et de synthétiser automatiquement les réponses obtenues, de sorte d'identifier les mots qui auront le plus d'effets positifs auprès des électeurs indécis. C'est ainsi, par exemple, que le mot loi a pratiquement disparu du vocabulaire politique, au profit, en l'occurrence, du mot projet. Mais ailleurs, ce serait du mot contrat. La loi contraint, le projet unit, rassemble. Nous ne parlons plus tant de transformer la société que de rendre la vie plus facile. Bref, troisième technique, le transfert, qui consiste à étendre à un objet le sentiment positif ou négatif éprouvé pour un autre objet. Par exemple, dans les débats politiques américains en ce moment, si vous êtes républicain, vous utiliserez le mot Clinton pour transférer des valeurs négatives sur l'individu de votre choix, en disant qu'un tel a été proche des Clinton, ou que tel candidat politique parle comme Clinton. Si vous êtes républicain et que vous voulez au contraire projeter une image positive de vous-même ou d'un candidat, vous évoquerez votre rapport ou le sien avec Ronald Reagan, chargé de nombreuses valeurs positives dans l'opinion publique républicaine. Le témoignage, autre technique, consiste à faire appel à des individus dont la parole est respectée pour se faire votre porte-parole. Il s'agit d'acteurs, d'écrivains, de savants, d'athlètes, des leaders d'opinion, et qui viennent en quelque sorte vous apporter les valeurs associées à leur notoriété. L'appel aux gens ordinaires est une technique qui consiste, quant à elle, à se présenter comme issue du peuple. Et c'est une technique qui a constamment été mise en œuvre dans le marketing politique. Chaque candidat veillant à se présenter comme le moins éloigné possible, chaque candidate, le moins éloigné possible des électeurs. Jusqu'à simplifier à l'extrême
le registre de langue. Il ne vous aura pas échappé que nos hommes et nos femmes politiques et nos chefs d'État de ces dernières 2 décennies ne se sont pas toujours aussi bien exprimés en public qu'ils étaient capables de s'exprimer en privé. Qu'arrive-t-il donc pour que soudain, devenu candidat à l'élection présidentielle, on perde son français, on perd ses règles de grammaire, on perd ses règles de conjugaison? Il se passe une chose qui s'appelle la communication politique et qui consiste à adapter son registre de langue à l'image que l'on se fait du registre de langue de la population que l'on cherche à convaincre. Autrement dit, plus vous cherchez à convaincre un grand nombre de personnes, et plus vous simplifierez à l'extrême votre langage. Ce que de nombreux auteurs ont, les uns après les autres, théorisé. Il existe 2 autres techniques qui ont été mentionnées dans ce travail de 1937. L'empilement des cartes, qui consiste à multiplier des faits biaisés allant uniquement dans le sens voulu, et l'effet du train en marche, qui repose sur l'appel au conformisme et consiste à encourager l'auditoire à adopter une attitude parce que tout le monde le fait. Nous avons une tendance naturelle à sous-estimer notre conformisme social. Or, celui-ci est intrinsèquement lié à l'individu. Il a été l'une des conditions de notre survie pendant des dizaines de milliers d'années, et il y en a de très nombreuses traces dans nos comportements innés aussi bien que acquis. L'effet du train en marche repose donc sur ce conformisme social. Maintenant, je voudrais passer rapidement en revue quelques autres techniques. Il y a la technique du faux dilemme, consistant à proposer un faux choix, en réduisant un argument complexe à un tout petit nombre d'alternatives qui peuvent ne pas refléter la réalité des alternatives proposées. Il y a la simplification, consistant à simplifier à l'extrême. Joseph Goebbels, que vous avez cité, écrivait « La propagande doit tendre à simplifier les choses compliquées ». Simplifier, c'est grossir. Simplifier, c'est caricaturer. C'est empêcher, au fond, toute nuance dans la parole. Il y a ensuite la technique de l'affirmation, consistant à énoncer un fait discutable comme un fait avéré, ce que Donald Trump fait à longueur de journée depuis le lendemain de son intronisation, lorsqu'il a affirmé qu'il y avait eu pour son entrée en fonction la plus grande foule que Washington avait jamais connue, et il continue de l'affirmer, mais le fait qu'il l'affirme conduit ses partisans à l'accepter comme un fait, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Il y a la répétition, qui, écrivait Serge Tchakotine, a pour effet de créer de toutes pièces un sentiment d'évidence. Et dans Mein Kampf, Hitler écrivait qu'il fallait limiter la propagande à un tout petit nombre d'idées répétées inlassablement. Goebbels affirmait quant à lui qu'il ne serait pas impossible de prouver, en le répétant suffisamment, en maîtrisant la psychologie des personnes concernées, qu'un carré est en fait un cercle. Goebbels aurait aussi dit, selon Jean-Marie Domnac, que l'Église catholique tenait parce qu'elle répétait la même chose depuis 2000 ans. Et donc, aurait dit Goebbels, l'État national-socialiste doit imiter l'Église catholique et répéter la même chose. Cette technique se traduit par les slogans, et c'est une technique qui n'est pas nouvelle. On connaît le Ceterum Censeo Carthago delenda esse de Caton, ou le Je fais la guerre de Clémenceau. Vous vous souvenez du moi président de François Hollande, vous l'avez entendu répéter moi président, moi président, moi président, mais vous n'avez pas eu conscience que François Hollande, en répétant moi président, moi président, moi président, parlait à votre inconscient, qui en venait à associer l'idée de François Hollande et l'idée de président, qui n'était pas nécessairement deux idées que vous associez instinctivement,
mais qui, par un processus mental bien connu des neuroscientifiques, un effet de congruence conduit à ce que la mémorisation se fasse plus facilement et en associant. La technique du bouc émissaire, bien évidemment, la technique de l'opposition, consistant à opposer la figure de l'adversaire à celle de ses victimes, la figure de la triangulation, subtile et consistante à s'approprier le vocabulaire de son adversaire politique, qui est aujourd'hui très à la mode, notamment parce que beaucoup de militants de la droite extrême voient là un outil au service de ce qu'ils appellent la bataille culturelle, en référence à un auteur marxiste, Antonio Gramsci. Le monde est un peu fou en ce moment lorsque l'extrême droite utilise la pensée d'un homme d'extrême gauche pour théoriser sa conquête du pouvoir. La bataille culturelle est la bataille des mots. Vous avez réussi lorsque vos adversaires emploient votre vocabulaire, se l'approprient, sans même s'en rendre compte. Klemperer passait son temps dans la Judenhaus où il était enfermé à protester contre ses congénères d'infortune enfermés avec lui, qui reprenaient le vocabulaire nazi sans même en avoir conscience, ces victimes du nazisme qui parlaient comme les nazis. Eh bien, c'était là l'une des plus grandes victoires du nazisme que d'imposer sa langue par une insinuation constante, par tous les moyens et par tous les moments. Il y a enfin, et je terminerai là-dessus, la tautologie, chère à Roland Barthes. C'est ce procédé qui consiste à définir le tout par le même, qui s'apparente à une conduite magique, écrit Barthes. C'est un procédé fréquent dans la publicité, le fameux 100% des gagnants ont tenté leur chance de la Française des Jeux, qui est doublement malin et manipulatoire, parce que, d'une part, c'est tautologique, oui bien sûr, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais en même temps, cela s'appuie sur l'un des biais cognitifs les plus documentés depuis une trentaine d'années, qui est ce que l'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que nous sommes moins motivés par l'idée que nous allons gagner en jouant à un jeu de hasard que par la crainte de perdre en ne jouant pas. Vous me suivez ? Donc on veut être parmi ceux qui tentent leur chance, parce qu'on ne veut pas perdre la chance de gagner. De Gaulle était friand, je cite, les jeunes évidemment ils ne sont pas vieux. Ah oui. Ce qu'il reste à faire, et ce qui est fait, est fait. Oui, mon général. Les difficultés sont les difficultés, mais la France est la France et il faut la servir. Et là, tout le monde dit oui. Oui, la France est la France et il faut la servir. Brice Hortefeux, que je signais tout à l'heure, a initié une formule que tous les ministres de l'Intérieur ont reprise depuis avec succès, qui est « l'intolérable ne sera pas toléré ». Ce qui, de vous à moi, ne veut strictement rien dire, étant donné, bien évidemment, qu'un ministre de l'Intérieur, dans un régime de séparation de pouvoir, ne peut pas intervenir sur les décisions de la justice, mais qui a une force extraordinaire, qui est de nous persuader de la capacité de ce ministre de l'Intérieur à mettre fin, à mettre un terme à ce qui est intolérable. Et ensuite, il ne prend pas la peine de définir ce qui n'est pas tolérable. Chacun peut définir à sa place. Et puis, notre président, dans son programme, distribué en 2017, s'est laissé aller à une toute petite tautologie lorsqu'il écrivait qu'il allait changer ce qui doit l'être. Et là, oui, ça va du régime des retraites à l'ampoule. on est tous d'accord avec ça. Ce qui est intéressant avec la parole manipulatoire, c'est qu'elle repose moins sur l'art de convaincre que sur l'art de persuader, fondamentalement. Elle s'appuie davantage sur les registres des émotions que sur l'appel à notre réflexion. Elle cherche, cette parole manipulatoire, à contourner notre capacité à réfléchir. Et elle s'appuie sur les biais cognitifs propres à l'espèce humaine. À partir de là, comment retrouver la valeur d'une parole authentique et l'ambition de dialogue constructif ? Il y a 3 pistes.
La première, la plus logique, la plus traditionnelle, plutôt que logique, c'est l'autorité. C'est-à-dire considérer comme valable, comme ayant une valeur, la parole d'autorité. Et dans un cadre religieux, il va de soi que cette parole, en quelque sorte, s'impose d'elle-même. L'autorité, dans un cadre laïque, peut être l'autorité scientifique, ou elle peut être l'autorité politique, elle peut être l'autorité militaire en temps de guerre. Nous avons naturellement tendance à reconnaître comme valable la parole d'autorité. De sorte que cela peut nous rendre aisément sujets à la manipulation lorsque l'autorité en question a recours à la manipulation de la parole. Il faut donc considérer la deuxième piste, celle de l'authenticité. En 1442, Lorenzo Valla a publié un texte qui a marqué l'histoire de la pensée sur la donation de Constantin. Le texte qui, selon la tradition, aurait vu l'empereur romain, à la fin de sa vie, transmettre à l'évêque de Rome l'empire romain. Lorenzo Valla ne s'est pas contenté de démontrer le caractère apocryphe de ce texte. Pendant longtemps, cela aurait suffi, dans la mesure où la valeur d'une information était déterminée non pas par sa véracité, mais par l'autorité de son émetteur. C'est-à-dire la question c'était est-ce que le texte est authentique ou est-ce qu'il n'est pas authentique. À partir du moment où le texte est authentique, on se fie à l'autorité, à la parole d'autorité. Si le texte est apocryphe, on doit rejeter le texte. Lui est allé plus loin, et le premier, il a démontré la fausseté du texte, et non plus simplement son caractère apocryphe. C'est le point de départ d'une tradition critique. Pour nous, historiens, c'est un peu le père fondateur de l'histoire moderne, Lorenzo Valla, et cette piste est une piste extrêmement intéressante dans la mesure où elle fait sens. C'est le réflexe naturel que d'envisager, par exemple, d'éduquer les jeunes enfants aux techniques de manipulation, notamment par la parole, de sorte de les encourager à se prémunir face à des entreprises de propagande. C'est pour nous un espoir louable que de voir des générations de citoyens dotés d'un libre arbitre et d'un esprit critique distinguer le vrai du faux. Mais il y a une faille dans cette piste-là. La faille, c'est que le monde n'a jamais compté autant de scientifiques. Le monde n'a jamais compté autant de gens éduqués. Et cela étant, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le monde n'a jamais compté autant de fausses nouvelles, de désinformation, de mythes du complot, qui non seulement circulent en grand nombre, mais ont cette capacité étrange de convaincre un très grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle il faut considérer la troisième piste, celle de la conformité de la parole. Beaucoup de gens sont convaincus par une parole, non en raison du contenu de cette parole, mais en raison de la conformité de cette parole avec leur propre vision du monde. C'est ce que les cognitivistes appellent le biais de confirmation. Nous croyons plus volontiers dans ce qui vient confirmer ce que nous croyons déjà. Nous nous exposons plus volontiers aux informations qui vont dans notre sens. D'ailleurs, nous les retenons mieux, nous les mémorisons mieux, ces informations. Nous n'allons pas de nous-mêmes nous exposer à des informations contraires. Et si nous sommes exposés à des informations qui ne sont pas conformes à notre vision du monde, nous allons boucher notre oreille inconsciemment et ne pas les retenir et passer à autre chose. Cette forme de conformité est aujourd'hui encouragée par les réseaux sociaux, par Internet, dans la mesure où il est extrêmement aisé
de trouver confirmation en 3 clics des idées les plus absurdes. Là où pour des gens de nos générations, avant l'usage d'Internet, il était pratiquement impossible de, par exemple, croiser quelqu'un ou rencontrer quelqu'un qui pensait que la Terre était plate. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous pouvez passer toute la journée à échanger avec des gens qui pensent que la Terre est plate. Vous pouvez même passer la journée à regarder des vidéos vous prouvant par A plus B que la Terre est plate sur YouTube. Parce que règne ce nouvel écosystème de l'information qui encourage un certain nombre de nos biais cognitifs et les exacerbe. De sorte que la 3e piste, celle de la conformité, n'est pas non plus satisfaisante. Alors allez-vous me dire, n'y a-t-il aucun moyen de juger de la valeur d'une parole ? Je crois que la réponse se trouve à la croisée des 3, c'est-à-dire de l'autorité, de l'authenticité et de la conformité. Nous devons faire confiance dans l'autorité de ceux que les anglo-saxons appellent les gatekeepers, les portiers. Ces portiers de l'information, ce sont les journalistes et ce sont les éditeurs. Nous devons leur faire confiance à partir du moment où ils sont en capacité de faire leur travail de façon indépendante vis-à-vis des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques, à partir du moment où ils ont, par conséquent, des outils d'information en lesquels nous pouvons avoir confiance. À partir de là, la question de l'authenticité se posera moins, dans la mesure où nous n'aurons plus, comme nous l'avons souvent, à faire par nous-mêmes, à chaque fois qu'une information arrive à nous, un travail d'analyse du contenu de cette information pour identifier sa véracité ou sa fausseté. Et lorsque un doute demeure, le rasoir d'Occam nous impose de nous conformer à l'idée qui nous paraît la plus logique. S'il y a une information qui tente à nous faire considérer la probabilité de la platitude de la Terre, il est plus probable que cette information soit fausse plutôt que la Terre soit plate. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, de ce point de vue-là, juger de la valeur d'une parole, retrouver la valeur d'une parole authentique, ne peut pas se faire sans la reconstitution d'un espace public partagé, avec une information de qualité fournie par des professionnels en grand nombre, qui ne soient plus soumis aux contraintes de production de l'information qui sont les leurs aujourd'hui, et dans un cadre qui est celui d'une société pacifiée, où la parole ne serait plus uniquement un outil de persuasion et de manipulation, mais ce qu'elle a été et ce qu'elle doit être, un outil au service de l'échange entre les êtres humains et de la discussion. Voilà, je crois avoir été plus long que les 45 minutes. Je vous remercie pour votre attention.